Bonjour. Aujourd'hui, un livre sur l'actualité profonde et sur certains jeux auxquels se livrent certains personnages haut placés ou ayant des moyens substantiels. Et c'est Money, Lies and God, Inside the Movement to Destroy American Democracy. Donc de Catherine Stewart. Elle explore dans Money, Lies and God donc comment les forces de la droite conservatrice aux États-Unis, particulièrement le mouvement MAGA, donc Make America Great Again, les Christian nationalismes, les nationalistes chrétiens, les milliardaires, les think tanks et des groupes religieux collaborent dans ce qu'elle voit comme une entreprise coordonnée afin de saper la démocratie américaine. Le livre, fondé sur environ 15 ans de terrain, donc participation à des conférences, enquêtes, des observations, se divise en 3 grandes parties thématiques. Money, lies, donc les mensonges, plus particulièrement la désinformation en ce qui nous concerne, et God, donc la religion et tous ces groupes nationalistes religieux. Elle y décrit les mécanismes, les alliances, les idéologies, les contradictions internes, mais aussi les vulnérabilités du mouvement. Il propose des pistes pour une riposte. Donc tout d'abord quelques points clés, donc Money. Stewart montre que le mouvement n'est pas une simple réaction populaire spontanée, mais largement organisée et financée. Des milliardaires ou de grands donateurs, donc y compris des religieux, mais aussi certaines personnes pour lesquelles la religion est moins importante que leur désir de pouvoir ou de préserver des privilèges économiques, injectent d'énormes ressources pour soutenir des think tanks, des institutions de formation, du lobbying, des campagnes électorales, etc. L'argent permet de structurer, de professionnaliser et d'étendre le champ d'action de ces groupes. Ensuite, lies, donc la désinformation. La propagation des mensonges, les théories du complot, la distorsion des faits, que ce soit sur les élections, l'éducation sexuelle, le genre, la woke culture ou les écoles publiques, est centrale dans la stratégie. La désinformation aide à polariser et à cristalliser la peur par rapport à ce que le mouvement appelle la décadence morale. C'est eux qui l'appellent comme ça. L'effondrement de la famille traditionnelle, l'invasion des élites, etc. L'attaque contre les institutions est aussi idéologique. Droit à l'obéissance, délégitimation des médias, de la science. Et on en passe. Ensuite, God, donc évidemment Dieu. L'utilisation de la religion, particulièrement la version nationaliste chrétienne, est un pilier. Ce n'est pas simplement la foi, mais une lecture qui voit l'Amérique comme fondée ou destinée à être gouvernée selon des principes chrétiens, conservateurs, souvent blancs. Cela inclut un discours religieux fortement moralisateur. La rhétorique du combat spirituel, donc le Spirit Warriors, et l'opposition à ce qui est perçu comme un autre, on va dire, le progressisme, le féminisme, les woke, les droits LGBT, et je ne sais trop quoi. Stewart montre comment les idées religieuses se mêlent à des objectifs politiques. Restreindre l'avortement, imposer des idées culturelles, limiter l'éducation publique, utiliser le réseau des églises pour mobiliser électoralement. Alors, l'organisation et les acteurs. Donc Stewart distingue plusieurs catégories dans le mouvement. Tout d'abord les founders, les fondateurs. Les donateurs, milliardaires, fondations, souvent motivés par le pouvoir, et il faut le reconnaître aussi par les privilèges fiscaux. Et au final, ce qu'ils essayent de mettre en avant, c'est l'affirmation d'un ordre moral. Ils financent des institutions, des infrastructures politiques. Les thinkers, les penseurs. Donc think tank, intellectuels, idéologues qui définissent la doctrine. Ils produisent des cadres théoriques, des arguments, et alimentent le discours. Par exemple, le Claremont Institute ou John Eastman. Donc, vous pourrez regarder EAST-MAN. Ensuite, les sergeants, donc les sergents, les milices intellectuelles militantes. Donc les activistes, les leaders religieux, les propagandistes, ceux qui mobilisent sur le terrain, souvent via les églises, les médias et les réseaux sociaux.
Je pense que vous-même, vous pouvez le voir, des fois vous avez des annonces qui apparaissent quand vous êtes sur Facebook, X ou peu importe. L'infanterie, donc les électeurs, partisans, souvent issus des classes moyennes avec des frustrations économiques, ou se sentant culturellement menacés. Beaucoup sont sensibles aux appels sur la perte de statut, le déclin supposé des valeurs traditionnelles. Plus ou moins supposé. Après, ça, c'est à voir avec vous-même. Les power players, donc les politiciens, juges, législateurs, décideurs, ceux qui peuvent transformer les idées en politique concrète. L'idéologie centrale du livre. Donc, Stewart parle de ce qu'elle appelle le reactionary nihilisme, le nihilisme réactionnaire. C'est-à-dire une idéologie qui combine réaction, le désir de revenir à un passé idéalisé, de restaurer des hiérarchies traditionnelles, et le nihilisme, c'est-à-dire le mépris ou le refus de certaines valeurs modernes, de nationalité, d'émancipation, de séparation de la foi et de l'État. Le mouvement rejette ce qu'il voit comme l'excès des droits civiques, la montée de l'autre, les transformations culturelles. En fait, il rejette tout ce qu'il ne contrôle pas. Les manifestations concrètes, Stewart décrit des cas précis. Le plan Projet 2025 de la Heritage Foundation, désolé une fois encore pour l'accent anglais, les conférences du mouvement conservateur, la façon dont les églises et les groupes religieux sont mobilisés comme instance de formation et au final d'endoctrinement. Elle montre comment les écoles publiques sont attaquées, le programme woke, le débat sur le genre, le contenu des bibliothèques scolaires et comment les institutions démocratiques, les tribunaux, les élections, sont attaquées ou délégitimées. Ensuite, il y a des contradictions internes. Donc Stewart insiste sur le fait que ce mouvement n'est pas monolithique. Les founders ne partagent pas toujours les mêmes priorités que l'infanterie. Par exemple, certains donateurs veulent surtout des réductions fiscales, moins de régulation, maximiser les profits, tandis que la base veut surtout préserver ce qu'elle perçoit comme des valeurs morales, le contrôle culturel, la foi. Ces divergences peuvent être des faiblesses. Les solutions, donc des pistes pour défendre la démocratie. Stewart propose des stratégies, non pas des miracles, mais parmi ceux-ci, mieux organiser les forces pro-démocratiques, pas seulement sur des questions politiques immédiates, mais sur des fondations, comme l'éducation civique, les institutions publiques, la transparence et, comme on vient de le dire, la séparation de l'Église et de l'État. Exposer les contradictions du mouvement conservateur, utiliser leur rhétorique, par exemple, s'ils demandent « petit gouvernement », rappeler ce qu'ils veulent que l'État contrôle la vie privée. La mobilisation électorale, la participation locale, renforcer le droit de vote, veiller à ce que la justice reste indépendante et que les lois soient appliquées. Et enfin, le ton final du livre. Stewart ne sombre pas dans le fatalisme. Elle voit dans ce qu'elle appelle une minorité disproportionnellement mobilisée une menace réelle, mais non invincible. Elle estime que la majorité des Américains soutiennent encore, au moins en principe, les idées de démocratie, de droit civique et d'état de droit. Ce qui manque souvent est l'organisation, la stratégie et la persévérance. Alors, quelles sont les forces du livre? Et après, on va faire les limites et les critiques. Enquête et documentation solide, en force. Stewart s'appuie sur des années de reportages, sur des conférences, des discours, des documents, ce qui donne une certaine crédibilité au livre. Sa capacité à rassembler des trajectoires directes, l'activisme religieux, la finance, l'idéologie, permet de voir l'interconnexion des forces, pas seulement des fragments isolés. Ensuite, il y a une clarté analytique. Le découpage Money, Lies, God permet de structurer la pensée et de saisir le triple pilier de ce mouvement, financier, idéologique et religieux. Ceci aide à faire comprendre comment différentes dynamiques jouent ensemble. Maintenant, dans les limites et les critiques, il y a un biais ou une manque de voix divergentes dans le livre. Bien que Stewart signale que les partisans ont des motivations réelles, il est possible que le livre mette trop l'emphase sur les motivations manipulatrices, instrumentales, au détriment d'une plus grande exploration empathique des ressentis, des frustrations,
du vrai vécu des gens de la base. Certains lecteurs peuvent reprocher un certain « nous contre eux » peu nuancé. Ensuite, il y a une complexité et une généralisation. Le mouvement décrit est vaste, multiforme, avec des acteurs très divers. Cela rend parfois difficile de distinguer qui fait quoi précisément et quelle est la part de responsabilité de tel ou tel sous-mouvement. Certaines généralisations peuvent être critiquées comme amalgame, ou du moins nécessitent de la prudence. Donc, en ce qui concerne les acteurs, on les a vus, les founders, les thinkers, les acteurs religieux, les activistes, la base, donc elle a appelé l'infanterie, et les politiciens, les power players. Parlons-en, puisqu'il est en poste. Donald Trump, bien sûr, mais aussi des juges, des législateurs, des personnes dans les think tanks qui deviennent des conseillers, des architectes de politique publique, des avocats qui défendent des lois ou positions controversées. Ces acteurs ont le pouvoir d'institutionnaliser, de transformer la rhétorique en loi et en décision judiciaire. Donc pour conclure, c'est un ouvrage, malgré tout bien documenté, qui apporte une mise en lumière nécessaire sur la manière dont les fondements même de la démocratie américaine sont menacés, non seulement de l'extérieur, ou par des extrémistes marginaux, mais par une coalition large, bien financée, théorisée, enracinée dans des institutions religieuses, financières et intellectuelles. Le livre fonctionne aussi comme un avertissement. Les effets ne sont pas seulement politiques, les lois, les élections, la justice, mais culturels, institutionnels et moraux. Il concerne ce que signifie vivre dans une société où la vérité, les faits, le droit, la science, l'éducation publique deviennent contestés, instrumentalisés ou même perçus comme ennemis. Si je devais donner mon opinion, je dirais que le livre, pour une fois, je vais vraiment le faire, je dirais que ce livre est important pour toute personne qui veut comprendre non seulement ce qu'est le conservatisme radical aujourd'hui aux États-Unis, mais surtout comment il fonctionne en réseau, comment il s'insinue dans les institutions, fait usage de la religion, met en œuvre des stratégies sur le long terme. Il aide à repérer des signaux d'alerte dans d'autres pays aussi. Mais il est aussi important de ne pas tomber dans la facilité. Reconnaître la validité de certaines frustrations sociales, ne pas caricaturer tous les conservateurs et ne pas oublier que la résistance elle-même doit être inclusive, respectueuse et démocratique. À bientôt.